Salut à tous, aujourd'hui je vous présente Dungeon Crusade, Book 1 Genesis of Evil, un jeu de Roger Deering. Dungeon Crusade est un dungeon crawler, nous allons arpenter un donjon pour réaliser des quêtes. Le jeu est jouable en solo et jusqu'à 6 joueurs. Dans Dungeon Crusade, la première chose que l'on fait, c'est de choisir un scénario. Les scénarios de Dungeon Crusade sont tous rassemblés dans le livre de scénario. La page de scénario nous permet d'avoir un résumé de l'histoire, d'avoir le nom des quêtes qui sont utilisées, le plateau à utiliser, ici Ancient Ruins par exemple, l'heure de début des personnages, et ici des informations pour faire la mise en place du jeu. Pour une information détaillée sur la mise en place du jeu, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite concernant le setup. Donc la première chose que nous avons dans Dungeon Crusade, ce sont des quêtes. Elles sont au nombre de 6, 3 principales, 3 secondaires. Voilà des cartes quêtes, des exemples. Ici, une principale avec un petit icône rouge, une secondaire avec un petit icône bleu. Vous avez un texte qui résume l'histoire. Et de l'autre côté, vous avez les objectifs qui sont rappelés, ainsi que la mise en place. Vous avez également la récompense en or et en life force, donc ce sont des points qui nous serviront pour gagner des compétences et faire évoluer nos personnages, donc une sorte d'expérience, qui sont indiqués quand on récupère les quêtes. Donc dans un scénario, nous avons 3 quêtes principales et 3 quêtes secondaires, qui sont regroupées ensemble avec une troisième petite quête, qui s'appelle la quête des gardiens, qui consiste à éliminer les gardiens dans le donjon. Le rythme de Dungeon Crusade est séquencé donc par ces différentes quêtes, de niveau 1, 2 et 3. Entre chaque quête, nous aurons ce qu'on appelle un Celebration Day. En fait, les héros retournent au village, soignent leur plaie, augmentent leurs compétences ou leur niveau, peuvent faire des achats, et repartir dans le donjon pour affronter la deuxième quête, et ensuite la même chose, un Celebration Day et la troisième quête principale et secondaire. Nous allons commencer par voir ce qui compose les aventuriers qui font votre équipe. Puisque c'est un dungeon crawler, on a donc une équipe d'aventuriers prêts à en découdre avec les monstres qui sont dans le donjon. Une fiche de personnage se présente comme ça. Donc, ici nous avons Faith Elysia, marqué son métier, Cleric. Ici est indiqué son arme de départ, c'est une arme par défaut. Son niveau actuel, ses points de vie actuels avec un petit marqueur, et ses points de vie max qui sont entourés en blanc. En bas, nous avons son niveau d'essence, sorte d'essence spirituelle, avec son max, son niveau actuel indiqué par le marqueur. Nous avons également une sorte de classe de priorité pour les monstres. Ça indiquera, on aura cette indication sur les cartes de monstres pour les priorités de cible des monstres. Donc généralement, ce que ça indique, c'est que votre personnage est plus faible contre tel type de monstre, ou que le monstre est plus fort contre votre personnage. Donc les monstres cherchent généralement à attaquer ceux qui sont le plus faibles contre eux. Ensuite, nous avons les attributs, et ensuite les valeurs de combat. Donc nous avons la force, la volonté, la sagesse, l'agilité, la rapidité, qui sert pour le déplacement, le crochetage, le fait de pouvoir se cacher, la compétence pour se cacher, et l'évasion, qui sert pour échapper aux champions. Ensuite, nous avons les attributs pour les différents types de combats. Dans Dungeon Crusade, il y a 6 types de combats. Donc ici, nous avons les armes de type chaotique, ensuite le combat de type arcane, le combat de type spirituel, le combat à distance, le combat mystique et le combat physique. Et le combat tournera, tout ce qui est mécanique de combat tournera autour de ces 6 types de combats. Donc, au dos de la première fiche de personnage que vous avez une sorte de résumé de l'histoire, donc ici elle est plutôt courte d'ailleurs, son village
de départ. Donc c'est très intéressant puisque dans Dungeon Crusade, il y a un jeu qui s'appelle The Avalon Adventure Board Game qui nous permet de vivre une sorte de petite aventure avant le donjon qui nous permettra de gagner de l'or ou des objets pour être mieux équipé dans le donjon. Et donc du coup, on ira sûrement sur ces différents lieux qui sont précisés sur les personnages. Donc ici, c'est le niveau du personnage. J'ai une autre fiche sur laquelle il y a le niveau 2 et le niveau 3, donc 100 histoires, et qui nous permettra de, quand le personnage passera d'un niveau à un autre, d'avoir de meilleures caractéristiques. Un autre personnage un peu différent, c'est Albus, le chien. Donc Albus, il va vous servir pour faire le lien avec le village pendant que vous êtes dans le donjon. À savoir que tant que vous êtes dans le donjon, vous ne pouvez pas retourner au village. Pourquoi ? Tout simplement parce que les villageois verraient d'un mauvais œil et seraient très déçus de voir les héros ressortir sans avoir terminé leur quête. Donc Albus, lui, fera ce lien. Il est équipé pour transporter des potions, de l'équipement et vos pièces d'or pour vous aider, pour vous ravitailler dans le donjon pendant que vous êtes en train de combattre les monstres. Albus, comme les personnages, a un niveau, donc il peut être augmenté. Il peut porter au niveau 1 4 potions, il avance d'un D6 plus 6, il peut porter 3 pièces d'équipement, et il peut transporter 1000 pièces d'or. Pour passer au niveau suivant, il faudra dépenser 5 points de Life Force, donc d'expérience, pour l'avoir au niveau 2. Idem, on a le résumé pour Albus ici. Donc le jeu, comme les bons dungeon crawlers, comporte pas mal de pièces que l'on va pouvoir trouver dans le donjon, et qu'on va pouvoir également acheter chez le forgeron. Je reviendrai sur la phase du forgeron plus tard, mais ce forgeron ou les pièces de loot, ce qu'on appelait le loot en fait, vont correspondre à de l'équipement qu'on va pouvoir associer à nos personnages. Donc ici une arme par exemple, voilà comment ça se décline, le nom, l'illustration, ici la rareté de l'arme ou de la carte. Donc ici, c'est une arme de base qui est réservée au personnage. Si par exemple je prends une autre carte, ici le rond est un peu plus clair, ça ce sont les armes communes, enfin les objets communs. Vous avez des objets aussi non communs, des objets rares, des objets épiques et des objets légendaires. Vous avez également des objets qui sont complètement inutiles. Et vous avez la dernière catégorie, les objets qui sont pas chaotiques, mais corrompus, et qui sont très rares. Donc, pour illustrer les différents points, ici, vous avez également, j'ai repris une autre arme, ici vous avez également le tiers qui correspond à la condition d'utilisation pour un personnage. Donc ici, ça indique finalement le niveau que doit avoir un personnage pour utiliser cet équipement. Ensuite, le type d'équipement, donc ici une arme, et vous avez également des équipements de type armure, donc pareil avec le niveau 1 pour pouvoir l'utiliser, donc c'est le niveau de départ. Ici, c'est le prix auquel on l'achètera chez le forgeron. Les prix de revente sont indiqués dans le manuel d'utilisation. Ils sont souvent beaucoup moins intéressants que le prix d'achat. Enfin, dans la partie inférieure, vous avez l'effet sur le jeu. Donc ici, ça nous permet d'avoir plus 2 au type de combat à distance, tandis que la hache permettait d'avoir plus 2 au type de combat chaotique. Le plus 1 dégâts sur les armes n'est pas vraiment un plus, mais seulement une indication du nombre de dégâts que fait l'arme. Donc en fait, 1 dégât. Ici, c'est l'armure, elle ne fait pas de dégâts, elle nous protège en nous donnant, du bonus sur le combat à distance. On reviendra plus tard sur le combat et comment il fonctionne. Vos héros n'ont pas que des équipements sur eux, ils ont également des compétences. Des compétences qu'ils vont pouvoir développer au fur et à mesure de l'aventure en dépensant des points de Life Force. Donc le coût pour récupérer cette carte de compétences est indiqué ici, donc il faut 2 points de Life Force. Il faudra aussi utiliser une action dans le jeu, mais on y reviendra plus tard. Ici, c'est l'essence. Donc on rappelle, l'essence, c'est ce qu'il y a en bas de la fiche de personnage, le petit curseur du bas. Il faudra donc dépenser 2 points d'essence pour utiliser la capacité, ce qui est indiqué ici. Donc le coût d'achat en Life Force, le coût en essence pour l'utilisation.
Ensuite, vous avez des indicateurs qui sont ici. Ici, c'est le niveau d'utilisation. Ici, ça indique le lieu dans lequel on peut l'utiliser. Donc ici, normalement, c'est les chambres, les chambers, c'est les salles dans lesquelles résident les minions, les champions. Et ici, les couloirs, donc le reste du donjon. Ici, ça indique qu'à la fin d'utilisation de la compétence, on incline la carte et qu'elle sera disponible à nouveau au tour d'après. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Ici, vous avez le texte de la compétence, donc ici, ça permet de lancer un dé et de tirer à distance sur un monstre, par exemple. Mais vous avez également des cartes comme ça, qui peuvent être utilisées dans les chambers, dans les donjons, retournées, et c'est autre chose qui se passe sur la carte. Ici, elle est plus chère à acquérir, et plus chère à utiliser. Elle est toujours de niveau 1. Chaque personnage a des cartes compétences associées. Il pourra développer 2 compétences, et qui pourront grimper sur 3 niveaux. Donc ici, on retrouvera la même compétence, Consecrate Ground, en niveau 2, en niveau 3. En tout dans le jeu, sur une partie, le personnage ne pourra développer que 2 compétences sur les 3 disponibles dans le jeu. Donc soit on les choisira en début d'aventure, soit quand il aura choisi 2 compétences, il ne pourra pas, on dégagera la 3e compétence. A noter que la première compétence que chaque héros possède, qui est indiquée vers ce petit crâne pour dire que c'est la compétence de départ, il n'y a pas de niveau dessus, il n'y a pas de niveau indiqué, il n'y a pas de coût d'achat non plus. Par contre, il faut bien dépenser une essence pour l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser dans les chambers, on n'utilise que dans les couloirs, en fait, dans le donjon. C'est la contre-attaque, qui vous permet de faire une attaque sur un ennemi quand lui vous attaque. Sinon, on est en défense par défaut. Au-delà de ces cartes d'équipement et de ces compétences, vos personnages porteront diverses potions. Des potions de soins, des élixirs, du ocre juice, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Et s'ils ont fait le jeu d'aventure, ils pourront avoir des Rejuvenation Potions, et ils pourront également avoir des torches. Alors, les torches dans le jeu permettent d'accélérer le mouvement d'un personnage. Ils donnent plus de au personnage, mais à chaque tour, la torche peut s'éteindre. Et à ce moment-là, on l'enlève du personnage. Tous ces objets peuvent être achetés chez le forgeron, les potions également, et nous verrons dans les différentes phases qu'il y a d'autres choses que l'on peut acheter au village. Avant de rentrer dans le donjon, vos héros partiront à la taverne. Faire un petit tour, se ravitailler, se donner du courage. Et dans cette taverne, on leur donnera une mission supplémentaire qu'ils pourront remplir pour récupérer éventuellement de l'expérience en plus, de la Life Force, et des récompenses sous forme d'or. Donc c'est toujours quelque chose en plus qui sera à faire, qui sera unique pour chaque quête. Les héros vont dans le donjon pour réaliser des quêtes. Pourquoi ? Parce que le donjon est peuplé de créatures, et ces créatures sont appelées monstres, globalement dans le jeu. Ils arrivent en 3 catégories. Vous avez les minions, les champions et les gardiens. Donc une carte de minion ressemble à ça. Nous avons donc le dos avec le minion. Les minions ont 3 niveaux, les champions 4 niveaux, les gardiens 4 niveaux. Donc une carte de minion, et ça va ressembler beaucoup aux autres cartes de monstres, heureusement pour plus de facilité. On va avoir ici un indicateur de couleurs, puisqu'ils peuvent être déclinés en 3 couleurs différentes, ce qui permet de les repérer sur le plateau. Ici, vous avez une petite étoile qui indique si c'est un minion standard, finalement, ou un minion de type élite. Donc ici, nous avons un minion de type élite, puisqu'il a une étoile dorée. Sinon, les minions standards ont une étoile argentée ou grise, comme ici. Alors la principale différence entre les deux, c'est que sur les minions standards, vous avez seulement ici en bas un texte qui rappelle les origines du monstre finalement, alors que sur les minions de type élite, vous avez tout le temps une capacité spéciale du monstre. Donc forcément, on abordera les monstres de type élite ou standard de différentes façons. Ensuite, sur la carte, vous avez en haut à droite son niveau, il y a 3 niveaux dans le Dungeon Crusade. Dans le jeu de base, il n'y a que ce niveau-là, le niveau 1 normal. Ensuite, vous avez 2 niveaux supplémentaires de difficulté. Sur la droite, vous avez les 3 types de combats utilisés par le monstre. Donc on reviendra dans le combat, comment se déroule, comment sont utilisés ces types de combats.
En fait, à quoi ça sert? Ça permet de savoir si vos héros vont être capables de les toucher plus ou moins facilement, ou de se défendre plus ou moins facilement contre eux. Donc ici, nous avons un Goblin Footman qui a une compétence en type combat à distance, combat physique, combat chaotique, avec des valeurs qui indiquent le minimum sur le dé à faire pour toucher ou pour défendre. Ici, les points de dégâts si on rate notre lancer de dés. Idem pour les deux autres valeurs. Ici, vous avez le nombre de life force qui est gagné quand on terrasse le gobelin. Donc là, par exemple, 0 pour les minions, souvent. Son nombre de points de vie, donc il suffit de toucher une fois pour l'éliminer. Le C3, C2, C1, ben c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ça fait rapport à la classe ici, qui est indiquée sur vos personnages. Donc par exemple, mon gobelin, s'il croise plusieurs personnages dont Face, il visera en priorité Face, parce qu'elle a marqué 3 ici, et que sa première priorité c'est C3, caractère type 3. C2, C1, on a d'autres personnages. Par exemple, mon guerrier ici, mon paladin, le type C1, donc à choisir entre les deux, il tapera d'abord sur Face plutôt que sur Karek. Ensuite, nous avons ici le niveau du minion qui est rappelé, donc qui correspond au niveau qui est indiqué ici. Ici, son déplacement dans le donjon, donc 1d6 plus 3. Alors en fait, on dit 1d6 plus 3, mais son mouvement de base c'est 3, et le d6 c'est son mouvement, c'est la variabilité du mouvement. Donc dans le donjon, le d6 sert à quoi? Ça sert à simuler un petit peu les encombres qu'on pourrait avoir dans un donjon, les choses qui traînent au sol, qui nous ralentissent, ou des endroits où ça passe plus vite. Donc, plutôt que d'avoir des typologies de sol qui nous ralentissent ou pas, c'est de l'aléatoire avec un dé, comme dans l'ancien temps, j'aurais envie de dire. Enfin, nous avons ici le nombre qu'il faut faire sur un D20 pour avoir une carte de loot quand on élimine le gobelin, le nombre à faire sur un D20 pour avoir 100 pièces d'or, et ici c'est le type de monstre qui correspond au gobelin. Certaines cartes, certaines compétences ou certaines armes ou certains équipements font référence au type de monstre. Donc ici, quand on dit la valeur du D20 pour le loot et pour le D100, quand on terrasse un ennemi, on lance un D20 et c'est valable pour les deux. Donc parfois les scores seront différents sur les cartes de minions. Ici par exemple, sur cette Overground Blackrock Viper, donc cette vipère surdimensionnée, nous avons sur 19 et plus, on aura une carte de loot, mais sur 18 et plus, on trouvera 100 pièces d'or. Donc vous voyez que sur les minions de niveau 1, c'est difficile d'avoir du loot. Donc, ils ne se baladent pas tous avec des armures plus 5 dans leur poche. Enfin, je vais prendre le Skeletal Grant, par exemple, qui est un monstre de type élite et qui a donc une compétence. Sa compétence à lui, c'est Shield Deflect. Pour chaque succès sur les Warfare, donc les Warfare sont les types de combat, sur les lancers de Warfare que fait un héros, donc à chaque fois qu'il aurait dû prendre un dégât, on lance un des 20, et c'est de 16 à 20, il n'y a pas de dégâts. Donc c'est une sorte de protection, parce qu'il a un bouclier, et il se protège des coups. Voilà. Donc ça, c'était pour les minions. Pour les champions, on retrouve la même chose. Je prends un champion de niveau 1. Nous avons une araignée géante, enfin une monstrueuse araignée plutôt. Et vous voyez qu'on retrouve la même chose. On a le petit symbole qui dit si c'est standard ou élite. Donc là, c'est ses origines. C'est un petit texte d'historique sur l'araignée en question. Le niveau. Les compétences de combat. Ici, vous voyez que par contre, c'est plus intéressant de détruire un champion qu'un minion parce que ça rapporte des life force et ça nous permettra d'augmenter nos personnages. Ces points de vie, ils sont plus importants que les minions. Ici, une valeur d'évasion et on retrouve la valeur de loot qu'on avait déjà sur les minions. Son type de monstre, le texte ici. Alors ici, la valeur d'évasion, ça sert à quoi? La différence entre les minions, les gardiens et les champions sont uniquement dans les chambers, donc ce sont les salles qui sont fermées dans le donjon, et ils ne sont pas représentés sous forme de standee. Donc vous n'aurez pas de pion sur le plateau qui représente un champion. Les champions restent dans des chambers, combattent les héros qui y rentrent, et disparaissent aussitôt, ou s'en vont ailleurs. Ce qui fait que,
si vous quittez une salle où il y a un champion qui n'a pas été éliminé, la fois suivante, vous aurez une idée du niveau du champion qui se trouve dans la salle, mais vous ne saurez pas quel champion sera à combattre. Il sera différent. Ici, la valeur d'évasion sert à quoi? Ça sert à pouvoir s'évader d'une chambre où on est rentré, où on rencontre un champion et on le trouve trop dur pour les héros ou le héros qui sont dedans. On peut tenter de s'échapper. Il faut faire ce chiffre-là sur un des 20, donc 12 sur un des 20, et ajouter son bonus d'évasion qu'on trouve sur la fiche de personnage. Vous voyez ici sur la fiche de personnage. Donc par exemple, Face, si elle doit s'échapper d'une pièce, d'une chambre où il y a l'araignée, il faut qu'elle fasse 10 ou plus sur un des 20, puisqu'on ajoutera ces 2 d'évasion, pour pouvoir s'échapper. Si elle rate son jet d'évasion, elle est obligée de continuer le combat, et en plus, elle prend des dégâts qui sont égaux au niveau du monstre, donc 1 dégât. Donc vous voyez que le champion ressemble beaucoup au mignon. Et enfin, nous avons les gardiens. Donc les gardiens, la carte est beaucoup plus grande, mais on retrouve les mêmes informations. Le nom du gardien, ici ses origines, c'est un niveau 1. Les 3 types de combats dans lesquels il est compétent, et vous voyez que les niveaux à faire sont plus importants que ceux qui sont sur un mignon, par exemple. Ici on a 10, 8, 9, ici on a 14, 11, 11, donc c'est plus difficile de le taper, forcément. On retrouve ses priorités, parce que le gardien, par contre, nous l'avons ici, juste devant nous, en train de combattre nos 2 personnages. Le gardien a bien un standees et il se déplace sur le plateau. Donc ses priorités de cible, de la même façon que les minions. Les life force que l'on gagne quand on le terrasse, donc vous voyez que c'est plutôt important, puisque pour rappel, les compétences, de ce que j'ai vu, c'est entre 2 et 3 points de life force pour avoir une compétence, c'est 4 points pour changer de niveau d'un personnage. Donc c'est quand même relativement intéressant. C'est son nombre de points de vie qui est beaucoup plus élevé que la moyenne des autres monstres. Son niveau, ça c'est son déplacement. Donc on reviendra sur les déplacements plus tard, mais vous voyez sur le plateau, vous avez des petites cases. Donc ça c'est le déplacement qu'on fait pour les minions ou les héros. Et on repère quand même qu'il y a des grands... Tout ça se dirige en grandes cases, qui sont appelées cadrans. Donc un cadran c'est ça c'est un autre cadran, ici c'est un cadran, ici c'est un cadran. Et le Q représente le mot cadran, donc ça veut dire qu'un gardien, lui, se déplace en cadran, donc il pourra parcourir 3 cadrans. Donc un gardien pourra partir d'ici pour arriver ici. Et ensuite, comme pour les autres, on a les valeurs de loot, donc 16 et plus et 8 et plus pour l'or. Donc vous voyez que c'est plus simple, entre guillemets, de récupérer quelque chose sur un gardien, donc ils auront plus de choses sur eux. Et en plus il y a X2, ça veut dire qu'on lance 2 D20. On fait 2 D20, et à chaque fois on peut récupérer du loot et de l'or. Donc si vous faites par exemple 17, ça veut dire que si vous faites 17 et puis après vous faites 16, vous gagnez 2 cartes de loot et 600 pièces d'or. Par contre, si vous faites en dessous de ça, si vous faites 2 fois, si vous faites un 4 et un 3, vous ne gagnez rien du tout, même si vous avez terrassé un gardien. Donc, et ici on retrouve son origine, comme sur beaucoup de cartes. La particularité des gardiens, ce sont, par rapport aux autres monstres, c'est le typion de tracking. Un gardien, lui, va pourchasser les héros. Donc s'il croise, comme c'est indiqué sur sa fiche, un type C3, comme Face par exemple, je rappelle, C3 c'est ça, eh bien il va placer le marqueur sur elle, et un sur lui, et il va essayer de la pourchasser à travers le donjon. Donc dès qu'il est à son contact, il la combat, et on verra qu'il y a différents moyens pour s'échapper du gardien. Donc soit se cacher dans une chambre, soit qu'un autre héros d'une meilleure priorité croise sa route, soit donc là ce serait pas le cas pour Face, puisqu'elle est en priorité 1 pour lui, soit que vous êtes trop loin, donc plus de 3 cadrans, pour qu'il puisse vous rejoindre. Donc voilà les 3 types de monstres qu'on va trouver dans le donjon.